Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour ouvrir ce dernier séminaire pour cette année académique avec l'intervention de Grégoire Lacaze. Le séminaire Discornet Paris, c'est organisé avec Christine Baratz, Luciana Radutgagi, Marc Lady qui ne peut pas être là aujourd'hui malheureusement. Et on a donc des intervenants sur des aspects différents de l'analyse du discours de langue francophone. Voilà, aujourd'hui on a Grégoire qui est maître de conférence HTR à Aix-Marseille. Il a travaillé depuis très longtemps sur les discours directs et indirects, notamment dans le contexte des médias numériques. Et tu es très actif dans toutes sortes d'initiatives autour des réseaux sociaux. Donc, tu es un vrai expert sur les discours digitaux. Et tu as aussi des relations étroites avec l'Angleterre, avec Oxford notamment, puisque voilà, tu es angliciste. Euh, voudrais peut-être parler un peu de tes initiatives toi-même et ce serait intéressant de savoir un peu plus sur ton travail. De toute façon, voilà, je te donne la parole et on est très content de t'avoir ici. Merci beaucoup, Johannes. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les organisatrices et organisateurs du séminaire à DiscourNet et je vous remercie pour votre invitation aujourd'hui. J'ai grand plaisir à communiquer à ce séminaire pour la première fois. Je vais donc vous parler d'un champ de recherche sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années et notamment quelque chose d'un peu plus concret, les discours politiques sur les réseaux sociaux numériques et notamment la façon dont les candidats à l'époque, Joe Biden et Donald Trump, ont utilisé ces réseaux sociaux pendant la campagne présidentielle américaine de 2024. Donc, nous savons que les espaces médiatiques administrés par les plateformes DRSN représentent de formidables agoras sur lesquelles des points de vue antagonistes cohabitent et vont circuler sous l'effet des actions des contributeurs. Les discours des responsables politiques vont exploiter les affordances offertes par les plateformes technologiques de ces réseaux sociaux numériques et ainsi ces publications vont se propager très vite sous l'effet des interactions des contributeurs de ces plateformes. En réponse à des discours dont les contenus plurisémiotiques. Je pense qu'il y a un problème de son, c'est possible? Ou c'est juste moi? Oui, il y a un problème de son. Le Réactiver le son, son, c'est bon. En fait, c'est parce que, Johanna, je suis désolée, je voulais couper ton son parce qu'on entendait ton clavier. Donc, je sais pas si tu peux couper, Johanna. Et J'étais en voilà, train de, je suis voilà. désolée. Donc tu as coupé Grégoire, c'est ça? Voilà, ah oui, D'accord, ok. désolée. Je comprends, voilà. C'est donc un petit accident Voilà, dans technique la de technologie manipulation. des médias sociaux qu'on a. Voilà. Très bien, super. Merci beaucoup, donc, Grégoire. On va continuer. donc, en réponse à des discours dont les contenus polémiques les assimilent à des discours de haine, l'analyse linguistique, sémantique et stylistique va mettre au jour les conditions dans lesquelles certains contre-discours qui émergent en réaction à ces discours de haine peuvent eux aussi véhiculer des contenus empreints de haine, notamment des occurrences de discours agonales qui vont contribuer à propager des messages idéologiques qui vont encourager une escalade verbale. Les algorithmes des plateformes des RSN encouragent et amplifient la diffusion de discours de haine à des fins d'augmentation de l'audience par un phénomène de viralité. Et je vais essayer de mettre en perspective de façon chronologique les discours de violence verbale et des contre-discours qui ont été générés au cours de la campagne présidentielle américaine de 2024. Pour cette recherche, je vais interroger les stratégies de diffusion des discours conspirationnistes et complotistes qui vont par exemple exploiter la technologie du deepfake et des informations non vérifiées, par exemple l'absence de fact-checking et des informations qui sont souvent mensongères, notamment les fake news ou les vérités alternatives. Ces discours ayant notamment alimenté
la campagne présidentielle. Les discours politiques qui ont été produits au cours de cette campagne contiennent de multiples occurrences de discours agonales. Je vais vous en donner quelques exemples. Dans le corpus que j'ai construit, j'ai choisi de travailler spécifiquement sur des publications issues des deux RSN, Instagram et X. Et je vais mettre en évidence des processus de polarisation et d'idéologisation des discours de haine qui entraînent la diffusion de contre-discours, de résistance à ces discours haineux, ces contre-discours permettant de disséminer aussi une certaine forme de violence verbale. Voici le plan que j'adopterai pour cette conférence aujourd'hui. Je commence donc par vous parler du discours politique en démocratie, et notamment du discours argumentatif. Comme le rappellent Amossi et Eschberg-Pierrot, je cite, « Le discours argumentatif s'adresse à un public dans un cadre institutionnel déterminé. Il se divisait pour Aristote en trois catégories, le délibératif ou discours politique, le judiciaire ou discours juridique, et l'épidictique ou discours de célébration, tel l'éloge, le blâme, le discours de commémoration. Dans le cadre de leurs activités publiques, les responsables politiques mobilisent ces trois catégories de discours argumentatifs au gré de leur prise de parole. Et le plus souvent, nous retrouvons dans ces discours politiques le délibératif et l'épidictique. En 2012, Dominique Cardon, qui est sociologue des médias, a déclaré dans un entretien à la revue Transversalité, donc je vais vous lire cet extrait, « Internet accélère le déplacement du centre de gravité de la démocratie de l'espace médiatico-institutionnel vers la société de conversation. Avec Internet, la société a pris quelques pas d'avance sur la politique institutionnelle. En libérant l'expression des individus et le droit de porter sans contrainte ni censure leurs propos dans un espace public, Internet nourrit ce qui est la source la plus essentielle de l'exercice de la souveraineté populaire. Il faut en effet louer les vertus démocratiques de cette mise en conversation de la société. Internet et plus encore les réseaux sociaux ont libéré les subjectivités des individus. Ils ont fait émerger des formes d'expression moins savantes, comme la conversation, le bavardage, l'ironie, qui, une fois rendues publiques, permettent de nouvelles formes de mise en relation, de mobilisation. Donc ici, on peut avoir une vision optimiste de la circulation libre de la parole sur les réseaux sociaux, et c'était ce qui prédominait à l'époque, donc en 2012. Cette liberté d'expression revendiquée par Cardon participe pleinement de l'échange délibératif qui est propre à toute démocratie. Je vais encore citer Cardon. La définition du terme démocratie à laquelle je me réfère n'est pas basée uniquement sur la question électorale de la désignation des gouvernants. Elle est plus large, impliquant l'existence d'une véritable liberté d'expression et d'auto-organisation de la part des citoyens pour le bien commun et le partage du savoir. Donc, dans cette perspective, les RSN sont envisagés comme des agoras numériques où chacun et chacune peut échanger librement en faisant vivre le débat démocratique. Pour autant, l'idéologie libertaire, qui sous-tend une liberté d'expression pleine et parfaite, se confronte à la réalité des espaces numériques sur lesquels des individus mal intentionnés vont pouvoir diffuser des messages de haine. Se pose alors la question de la nécessaire limitation et par conséquent de la modération de ces discours par les plateformes technologiques qui sont traditionnellement peu enclines à réguler les échanges conversationnels. Et c'est ce que relève Badouar, je cite, marqué par l'idéologie du libéralisme informationnel qui considère que la libre circulation des informations est bonne en elle-même et ne doit souffrir aucune limitation, les plateformes du web se sont historiquement montrées réticentes à l'idée de réguler les contenus qu'elles hébergent. Le débat politique est en effet propice à l'usage de discours dénigrant les adversaires et pouvant colporter des occurrences de discours agonales, prenant la forme de messages haineux. Ainsi, de tels discours peuvent circuler, se diffuser rapidement et massivement. Dans ces discours de haine émerge une violence verbale à des degrés divers et ces discours sont caractérisés par une forte polarisation. Ce sera l'objet du chapitre suivant, de la partie suivante que je vais vous présenter. Selon Charodot, je le cite, l'échange polarisé établit un rapport antagoniste entre les interlocuteurs. Ils sont à la fois opposés l'un à l'autre et prennent des positionnements en contre de la position de l'autre et en pour de leur propre point de vue. Charodot ajoute, je cite, l'échange polarisé se caractérise par une circulation centrée des paroles et une confrontation de positionnements différents ou opposés dans laquelle chacun cherche à avoir raison sur l'autre. Ainsi, la polarisation peut donner lieu à une certaine forme de conflictualité. La polarisation d'un discours implique la mise en avant d'un point de vue qui s'oppose par nature
à un autre point de vue sans que la recherche possible d'un consensus soit envisagée. L'antagonisme des points de vue qui s'affrontent est à la base de la construction polarisante des discours de haine. La stratégie de polarisation d'un discours s'appuie souvent sur la production de ce que Fracchiola appelle discours de diabolisation. Par ailleurs, un discours polarisé est un discours qui peut être amené à rejeter toute nuance, un discours dans lequel le locuteur prétend être le seul à détenir la vérité, ce qui va l'amener parfois à adopter un positionnement manichéen avec la présence de marqueurs linguistiques, par exemple comme des superlatifs qui vont exprimer le très haut degré. Ces discours polarisés vont émerger et se diffuser facilement sur les RSN, car, comme le relève Wagener, je cite, les réseaux se transforment en chambre d'écho et de polarisation de la société, dans la mesure où ceux-ci ne font que regrouper, in fine, des citoyens qui s'expriment en ligne à propos de sujets qui leur tiennent à cœur. En effet, il est communément admis que les réseaux sociaux constituent des chambres d'écho, nous enfermant dans des sphères communautaires, où tous les contributeurs partagent des points de vue identiques, sans qu'ils ne soient jamais confrontés à des opinions autres. Je cite Bay. Plus nous sommes exposés à l'information qui nous correspond, plus nous considérons notre système de croyance comme juste, rationnel et véridique. Par ailleurs, les recommandations fondées sur l'expérience utilisateur et ses préférences de navigation vont utiliser l'intelligence artificielle pour recommander à ses utilisateurs de consulter d'autres publications émises par des contributeurs qui vont partager des opinions similaires, d'où l'effet de chambre d'écho. Les utilisateurs restant alors confrontés seulement à des points de vue consonants et contribuant de fait à l'expression de discours politiques polarisés. Caninelli, en 2024, relève, je la cite, que les controverses sociales ne sont donc plus confinées aux domaines institutionnels et médiatiques, mais elles se développent de plus en plus dans l'environnement numérique, où les discours des institutions et des médias sont produits à côté de nombreux discours ordinaires. Dans le débat politique, on remarque que la confrontation d'idées contenues dans les discours polarisés s'apparente à une certaine forme de foire d'empoigne, où chacun veut faire valoir sa propre opinion en dénigrant les opinions autres. La polarisation d'un discours recourt à divers procédés linguistiques, tout particulièrement le choix du lexique, comme le choix de déictique, comme les pronoms ou les dénominations stigmatisantes ou insultantes, comme nous allons le voir. J'en viens au discours de haine. La littérature scientifique très abondante sur ces discours témoigne de l'actualité de cette question de recherche. Je pense notamment aux travaux du groupe de recherche DREN et aux publications les plus récentes sur ce sujet, Lorenzi, Bailly et Moïse 2023, Longhi et Vernet 2023. Dans la recommandation 97, le comité des ministres du Conseil de l'Europe en donne la définition suivante, qui est rappelée par Weber. Le terme discours de haine doit être compris comme couvrant toute forme d'expression qui propage, incite à, promeuve ou justifie la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance, y compris l'intolérance qui s'exprime sous forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l'immigration. Weber ajoute: le discours de haine s'entend de propos nécessairement dirigés contre une personne ou un groupe particulier de personnes, avec donc un fort effet de stigmatisation. Autrement dit, un discours de haine vise nécessairement une cible. En retour, un contre-discours de haine répond à une attaque préalable pour mener ce qui s'apparente à une contre-offensive. Ce contre-discours a donc lui aussi une cible bien déterminée. J'emprunte ici à dessein ces termes au champ lexical de la guerre. D'après Monnier et Hall, un discours de haine, je cite, se fonde sur des polarités clivantes, en général binaires, mal, bien, dedans, dehors, nous, les autres, et reproduit un topos plus global, celui du désordre social, invoquant l'injustice et l'indignation. Un point de vue assez similaire est développé par Lorenzi, Bailly et Moïse en 2023. Elles mettent en évidence, je cite, le caractère polymorphe d'un discours de haine. Le discours de haine peut aussi se manifester dans l'opposition, de façon polémique ou dissimulée, et mobilise alors bien des dimensions linguistiques, actes de langage menaçants,
et figures rhétoriques argumentatives, allusions, ironie, mépris, par exemple, des phénomènes plus larges comme la propagande, la théorie du complot, la disqualification, et des contextes spécifiques, réseaux sociaux, revues militantes. Les discours de haine sont structurés autour de topoi, qui soutiennent le raisonnement et l'argumentaire du contributeur. Pour Encombre, 1995, les topoi sont des principes généraux qui servent d'appui au raisonnement, mais ne sont pas ce raisonnement. Ils ne sont pas assertés par leur locuteur. Ils prétendent justement ne pas en être l'auteur, mais simplement utilisés. Ils sont par ailleurs présentés comme allant de soi au sein d'une communauté plus ou moins vaste, y compris réduite à un seul individu. Ces discours ainsi polarisés s'appuient sur la mise en avant de contenus propositionnels sous-tendus par une idéologie. Pour Turpin, 2023, le discours de haine stigmatise une personne ou un groupe en fonction de ses origines ou de son appartenance à une communauté historique, religieuse, linguistique, culturelle ou sexuelle, en la posant comme dangereuse ou nuisible. Lorenzi Bailly et Moïse 2021 ont montré, je cite, que le discours de haine directe combinait trois phénomènes: des effets pathémiques, une essentialisation, une catégorisation de l'autre par des procédés énonciatifs caractérisés, et aussi des attaques négatives et disqualifiantes. Un discours de haine, on l'a vu, est adressé à l'encontre d'une personne, d'un groupe, qui est bien stigmatisé. Cette étude stylistique et linguistique, à visée pragmatique, s'attache à montrer comment la langue peut participer du rejet métaphorique de l'autre, en dehors du soi, donc au niveau langagier, mais aussi contribuer à un rejet physique par une exclusion au-delà des frontières géographiques. Pour ce faire, elle s'intéresse à des marqueurs linguistiques comme les pronoms et à leur usage par le candidat républicain Donald Trump à l'époque. Plus précisément, elle cherche à mettre au jour comment l'emploi des pronoms par Trump contribue à la polarisation de ses discours sur le RSN Instagram. Donc, dans le débat politique, euh, on sait que la confrontation est donc véhiculée par des discours polarisés. Et je vais à présent vous parler de l'idéologisation de ces discours. Comme le défend Sarfati en 2014, je cite, « Il n'existe pas à proprement parler de discours idéologiques, mais seulement des situations d'idéologisation de certains discours. » Sarfati propose différents critères d'identification de ce qu'est une idéologie. Nous préférons, plutôt que parler de critères, de parler d'indices d'idéologisation, qui vont permettre d'envisager l'interprétation d'un discours comme idéologique. Donc, parmi ces indices, ce que Sarfati appelle des critères, il relève, je cite, la portée déictique de l'idéologie, qui feint de gommer tout mécanisme d'embrayage, toute dépendance à l'égard d'un site énonciatif ou cadre spatio-temporel quelconque. La validité du contenu propositionnel mis en avant dans un discours considéré comme idéologique semble donc assurée à n'importe quel instant, ce qui conduit à ce que Sarfati appelle l'illusion de l'atemporalité. Dans la même veine que Sarfati, Pacchiola 2015 met en évidence l'existence de processus d'idéologisation qu'elle définit ainsi. On parle ici de processus d'idéologisation dans le sens où un terme courant se trouve repris, réapproprié et politiquement marqué par un groupe qui lui induit un sens nouveau, propre, et dont les membres se reconnaissent dans les représentations induites. Longhi, 2020, identifie lui aussi des tweets qu'il considère comme idéologiques. Ces tweets gomment la dimension de commentaire pour prétendre à l'intemporalité, l'atemporalité, sans réflexivité. Voici ce que écrit Longhi. Les tweets idéologiques sont identifiés à partir des critères de définition de l'idéologie de Sarfati, convertis en règles permettant de chercher d'une manière informatisée l'absence de marques de déictisme spatio-temporel, de noms propres indiquant des lieux, des personnes, des données factuelles trop précises, de sujets de l'interlocution, avec plutôt la présence du non-sujet, un gommage de l'argumentation, une moindre présence des temps du passé, pas ou peu de marques de discours autres. Pour identifier ces tweets idéologiques, Longhi réutilise l'approche suivie par Sarfati, qui s'appuie sur 5 critères, que je vais rappeler. Critère 1, la portée déictique de l'idéologie est celle d'un état du discours
qui feint de gommer tout mécanisme d'embrayage, toute dépendance à l'égard d'un site énonciatif ou d'un cadre spatio-temporel quelconque. L'état discursif idéologique prétend à l'intemporalité. Critère 2, le régime d'hétérogénéité de l'idéologie consiste dans la négation même du mélange discursif, puisqu'en vertu de sa prétention stratégique à la transparence, universalité et à l'intemporalité transhistorique, l'idéologie s'articule comme un discours homogène, discursivement lisse. Critère 3, l'idéologie vise à produire l'illusion de la temporalité, elle affirme une pertinence valide pour toutes les époques. Critère 4, le degré de réflexivité de l'idéologie consiste à ne prétendre référer qu'à elle-même, c'est-à-dire à être à elle-même sa propre fin. Critère 5, l'idéologie est polychrone, dans la mesure où elle prétend subsumer toutes les perspectives temporelles en les annulant. Gardel et Sorlin en 2015 montrent qu'un processus d'idéologisation est à l'œuvre lors de l'emploi de pronoms personnels dans les discours politiques. In politics and the media, it is ideological repercussions that are conveyed pragmatically via the use of certain pronouns. Je vais tenter de montrer dans cette étude comment Trump construit des discours polarisés et idéologiques à partir de son choix des pronoms personnels. Voyons comment se diffusent les discours de haine sur les RSN. Donc, les caractéristiques intrinsèques des publications numériques ont été étudiées par des linguistes et analystes du discours, comme par exemple Pavot 2017 ou Rosier 2020. Ces publications sont caractérisées notamment par leur plurisémioticité, donc c'est-à-dire la possibilité qu'une publication rassemble différents éléments sémiotiques, images, graphiques, sons, vidéos, hyperliens, mais aussi leur multimodalité. Et j'entends par multimodalité le fait de faire référence à différents modes d'expression, comme la voco, posturo-gestualité, ce qui a été étudié par Carbato-Riccioni et Traverso dans le cadre des interactions verbales. Donc ces publications peuvent ainsi associer, on l'a vu, différents éléments sémiotiques. Elles peuvent prendre la forme de vidéos d'enregistrement d'allocution ou de déclarations publiques de responsables politiques. Ainsi, des discours numériques sont diffusés sur les RSN, se propageant sur ces plateformes sous l'effet des interactions des visiteurs. Cette circulation de discours numériques va exploiter les affordances des plateformes et notamment l'hypertextualité, qui est une caractéristique des publications numériques. Parmi ces discours numériques, les discours de haine, dont plusieurs études démontrent la très forte viralité. Je cite notamment Moïse Rosier-Ponce 2021 ou Turpin 2024. Donc ces études démontrent que la très forte viralité contribue à la diffusion de discours populistes et complotistes qui sont très fortement polarisés. Analysons maintenant les discours populistes. Comme le résume Charodot 2011, je cite, « Le populiste, c'est l'autre, qui pour s'exprimer emploierait une rhétorique simpliste et essentialisante. Les discours populistes sont, toujours pour Charodot, les discours produits par les grands leaders populistes. Il définit ainsi le discours populiste. Il peut être envisagé comme un simple avatar du contrat politique, comme une stratégie de manipulation, dans la mesure où il manie les mêmes catégories que celui-ci. Mais il les manie dans l'excès, un excès qui joue sur l'émotion au détriment de la raison politique et porte la dramatisation du scénario à son extrême. Exacerbation de la crise, dénonciation de coupables, exaltation de valeurs et apparition d'un sauveur. Il s'avère que les discours populistes sont des discours fortement idéologiques. Je reviendrai sur la notion de manipulation, qui est un point commun à tous ces discours dans un instant. Intéressons-nous à une notion connexe à l'idéologie, la propagande. Je cite Breton. Parce qu'elle accompagne historiquement la démocratie tout au long de son existence, comme idéologie et comme réalité politique, la propagande est un des principaux freins à son développement. La propagande est caractérisée par une forme singulière de violence, ce que Breton mentionne ici. La propagande recourt pour cela principalement à une violence indirecte, cachée, hypocrite, qui est essentiellement une violence séductrice. Toujours Breton,
Je cite, c'est parce que la violence existe encore et qu'elle est l'objet d'un interdit normatif en démocratie que la propagande existe. La propagande est l'exercice caché d'une violence dans un monde qui réprouve la violence explicite. Elle est une violence hypocrite. C'est pourquoi la forme concrète que prend la propagande est essentiellement celle de la séduction. Un discours populiste doit avoir en effet un fort potentiel de séduction auprès des électeurs et électrices et des sympathisants et sympathisantes pour réussir à les convaincre du bien fondé de l'argumentaire développé. Charodot 2011 relève en effet qu'un discours populiste s'affirme, je cite, comme un moyen de séduction des masses. Charodot souligne l'existence de ce qu'il appelle des populismes de circonstance s'exprimant dans les campagnes électorales à l'aide d'expressions démagogiques afin de séduire les masses populaires. Vous avez parlé tout à l'heure de la manipulation, j'y reviens. Un discours populiste s'appuie donc sur cette stratégie de manipulation que Olivier Yaniv définit ainsi. En démocratie, la propagande, la communication politique et la manipulation sont des notions qui servent à caractériser la circulation des discours politiques entre les professionnels de la politique et les citoyens, au moyen des médias de masse et avec un objectif de persuasion ou d'imposition de sens. Olivier Yaniv envisage la notion de manipulation comme, je la cite à nouveau, la potentialité d'influencer et de transformer les idées ou les comportements des citoyens sans qu'ils en aient conscience, en s'adressant à leurs émotions plutôt qu'à leurs raisons, ou encore en faisant usage du mensonge ou de la désinformation. Nous voyons ici combien les liens entre manipulation d'un côté et désinformation de l'autre, par exemple la diffusion de fake news, sont ainsi particulièrement serrés. Le discours populiste s'appuie sur l'identification d'adversaires politiques à éliminer en adoptant une rhétorique fondée sur le clivage entre le bien et le mal. C'est ce que relève Charodot, que je cite, que cet ennemi soit interne ou externe, le discours populiste le décrit de façon imprécise, comme une bête cachée, tapie dans l'ombre. Le thème du complot est présent dans presque tous les discours populistes. C'est qu'il s'agit, en fin de compte, de trouver un bouc émissaire en stigmatisant la source du mal, en dénonçant un coupable pour orienter contre lui la violence, déclencher le désir de sa destruction qui aboutira à la réparation du mal. Comme le souligne Sini, 2023, je cite, le discours populiste est empreint de topoi conspirationniste. On y dénonce le complot mondialiste. Ainsi, complotisme et conspirationnisme sont bien associés dans la verbalisation d'un discours populiste. Venons-en maintenant aux fake news et aux vérités alternatives. Comme le rappelle Grossman, 2023, je cite, à la vision totalitaire qui a imposé le vrai à une communauté, succéderait dans les sociétés démocratiques postmodernes la possibilité de vérités multiples, dans lesquelles la consommatrice ou le consommateur d'informations peut venir s'approvisionner à sa guise et qu'elle ou il diffuse aisément grâce aux posts sur les réseaux sociaux. Ainsi, le statut de vérité de l'information diffusée est remis en cause. C'est ce que relève Grossman. Je cite. Les formes de communication contemporaines en visant l'efficacité immédiate contribuent à décrédibiliser la valeur de la parole publique. C'est ce discrédit même qui favorise en retour l'émergence de contre-discours complotistes ou conspirationnistes. Leur pouvoir d'attraction repose grandement sur les mensonges et ou erreurs avérées relevées dans les discours institutionnels. Nous voyons ainsi comment les notions de propagande, de manipulation, de complotisme et de vérités alternatives, on parle souvent de post-vérité, cohabitent dans les discours populistes. Voyons comment émerge un contre-discours en réponse à un discours de haine. Quand un discours de haine est prononcé par un responsable politique, un adversaire qui se sent attaqué ou blessé par ses propos a tout loisir pour y répondre. Ce faisant, en réaction à ce discours dépréciatif, il va à son tour créer un contre-discours. Un contre-discours s'inscrit naturellement en réaction à un discours premier
dont il cherche à en réduire la portée. Ce faisant, un contre-discours apporte une contradiction dans le débat public. Il peut tenter d'apporter des précisions rectificatrices, de nier ce qui a été avancé par la partie adverse, mais aussi d'apporter un démenti donc, aux propos déjà verbalisés. Au discours de haine évoqué précédemment, peuvent répondre des contre-discours qui vont eux aussi véhiculer des messages dont les contenus sont plus ou moins haineux. Badoir 2020 analyse les conditions dans lesquelles ces contre-discours voient le jour. Je cite. La stratégie déployée consiste ici à occuper l'espace du débat en portant la contradiction aux propos haineux afin de sensibiliser la majorité silencieuse aux enjeux de la lutte contre la haine en ligne. Un contre-discours a une visée réactive. Il vient en réponse à un contenu propositionnel qui est considéré comme offensif. Il permet alors de contrebalancer l'opinion autre et il vise à rétablir un certain équilibre. Face à un discours de haine, un contre-discours doit affirmer des valeurs fondées sur le vivre ensemble et sur la bienséance. Pour autant, face à une violence verbale qui est assumée par le camp adverse, un contre-discours peut lui aussi avoir recours à une certaine forme de violence verbale pour pouvoir contrer énergiquement le discours de haine originel. Pour ce faire, un contre-discours qui emprunterait au registre de la violence verbale deviendrait, au sens littéral, un contre-discours de haine. Pour pouvoir contrecarrer des idéologies souvent radicales, le contre-discours doit lui aussi partager une certaine forme de radicalité pour faire entendre sa voix. Pour qu'il soit acceptable par la société dans laquelle il est verbalisé, ce contre-discours de haine doit mettre en œuvre un processus de légitimation. Et nous allons travailler là-dessus. Après avoir donc théorisé ces notions qui sont essentielles à l'analyse des discours de haine sur les RSN, je vais mener à présent une étude de cas et voir comment, à l'époque, les deux principaux candidats, donc Joe Biden, puisqu'il ne s'était pas encore retiré, j'ai fait l'étude en mai-juin 2024, et Donald Trump vont s'affronter verbalement par poste interposé. Donc, le corpus de recherche contient toutes les publications postées par Biden et Trump sur les comptes Instagram et X des deux candidats entre le 1er mars et le 31 mai 2024. Voyons comment la rhétorique trumpienne produit un discours polarisé et idéologique empreint de violence verbale. Donc, je vais essayer de mettre en évidence les mécanismes langagiers qui sous-tendent la rhétorique de Trump et qui vont participer de la construction et de la diffusion de discours de haine. Le processus d'idéologisation et de polarisation des discours de Trump et de ses sympathisants s'appuie sur l'utilisation très fréquente de marqueurs linguistiques qui mettent en évidence un clivage idéologique qui est marqué entre les républicains d'un côté et leurs adversaires politiques, les démocrates de l'autre. La ligne de démarcation, qui correspond à la frontière qui est instaurée par ces discours clivants, repose sur l'emploi abondant de marqueurs déictiques de première personne du pluriel, comme le pronom personnel we ou l'adjectif possessif our, qui va donc s'opposer à l'usage de marqueurs de délocution, comme les pronoms personnels he ou they, ou encore les adjectifs possessifs his ou their. Ce clivage idéologique s'appuie sur le recours fréquent à un langage stigmatisant et dépréciatif. Par exemple, nous avons dans le post Instagram suivant la présence d'un langage stigmatisant et dépréciatif avec l'emploi d'un adjectif axiologique négatif comme crooked, crooked Joe Biden, ou d'un superlatif comme worst, the worst president. Nous remarquons dans cette publication Instagram, donc j'ai reproduit en gras ici, bon, vous le voyez dans la capture d'écran d'origine, mais ici il y a bien des capitales pour la totalité de la zone de texte qui a été probablement tapée par Trump.
Donc ici, l'emploi de capital au ton de voix, comme les nomme Rosier 1999, souligne le ton véhément avec lequel l'ancien président américain, 45e président, s'exprime. On peut ici reprendre la dénomination de Rosier, pour qui l'usage des capitales exprime la vocifération ou du cri dans l'écrit. Le pronom personnel oui, pronom personnel de première personne du pluriel, désigne les deux principaux candidats à l'élection présidentielle, Joe Biden et Donald Trump. Donald Trump pense qu'il a tout à gagner d'un duel télévisé avec son opposant direct. Il est intéressant de souligner qu'avant d'employer ce pronom inclusif, ce qui est relativement rare chez lui, quand il inclut son adversaire, il ne s'est pas privé de copieusement insulter son rival en des termes très désobligeants, comme je vous l'ai montré il y a un instant. Voyons comment Trump utilise l'adresse au peuple américain avec l'emploi du pronom personnel you pour marquer sa connivence avec ses concitoyens qu'il courtise et tout en dénigrant le président en exercice, Joe Biden. Donc, il s'adresse à ses sympathisants et aux électeurs déçus lors d'un discours prononcé à destination des électeurs du Dakota du Nord lors d'un caucus. C'était le 4 mars 2024. Good morning, North Dakota. Today, you are going to send a message that we are coming, I would truly be honored to have your vote. Together, we're going to defeat the worst president in the history of our country. La frontière linguistique dessinée dans ce discours polarisé est particulièrement flagrante, puisque Trump s'approprie littéralement les États-Unis. Nous avons This is Trump country. Cette appropriation linguistique fait écho aux frontières géographiques du pays. Donc, je vais préciser ici que c'est une dénomination qui est souvent utilisée, Trump country, quand on fait référence à un État américain dans lequel les républicains sont très largement majoritaires, ce qui est le cas des États du Nord et notamment du Dakota du Nord. Par ailleurs, le pronom personnel you, qui est utilisé, you are going, à valeur d'interpellation. Nous reprenons ici les travaux de Jean-Jacques Le Cercle, philosophe du langage, notamment l'analyse du pronom de deuxième personne qui a été faite dans un chapitre d'ouvrage publié récemment, donc en 2022. The power of the slogan is due to its immediacy, conveyed by the manner in which the typography represents the fictitious oral character of the injunction. Your country needs you, in blatantly capital letters. The three letters are not only enormous compared to the rest of the slogan, they are also printed in a different color, which means that the slogan on the poster does not even need the exclamation mark that normally would end a sentence of that type. As a result, our slogan is a perfect example of an order word, the elocutionary force of which, embodied in the cognitive and poetic functions of language, produces an effect on the spectator through what we may call a force of address. Jean-Jacques Le Cercle évoque ici la célèbre affiche réalisée en 1914 par l'artiste Alfred Leeds et qui représente Lord Kitchener dans le cadre d'une campagne de recrutement de l'armée britannique. Donald Trump réactive lui aussi cette fonction d'interpellation plurielle avec les deux propositions You are going to send a big signal to the entire world et You are going to send a message straight to crooked Joe Biden. Ensuite, dans son discours, il passe du pronom de seconde personne, désignant ses compatriotes, au pronom oui inclusif, qui associe sa personne et tous ses sympathisants. L'interpellation peut aussi être singulière quand le pronom personnel you désigne un seul allocuteur du 45e président américain. C'est en fait le président américain en exercice à l'époque, Joe Biden, auquel Trump s'adresse en des termes véhéments pendant le discours prononcé dans le Dakota du Nord. Je vais vous faire écouter la vidéo, j'espère que vous allez bien entendre. Ah, pardon. This is very funny. Vous I l'entendez? like that. Oui, Johannes? Johannes, excuse-moi. Non, ça Non. marche pas. Bon, ça va, tant pis.
Ça fait rien. Donc, dans cette, je vais vous lire. Vous voyez vous voyez l'image, par contre? Vous voyez la vidéo s'animer? Je vais quand même vous la montrer parce que elle est intéressante. Vous allez voir son porte. Ça passe pas, non. C'est très drôle. Ça fait quoi? Mais on voit la vidéo, hein. C'est pour ça que je vous montre la vidéo, parce qu'à un moment donné, il s'adresse à Joe Biden et il y a l'image de l'animateur, quand il était animateur de The Apprentice, il s'adresse à Joe Biden. Voilà. Joe, you're fired. Donc, je vais lire l'extrait. With your vote, you are going to tell crooked Joe Biden, Joe, you're fired. You are a terrible president and you are fired. Donc là, on a l'alternance très rapide entre un pronom pluriel, première occurrence, et un pronom singulier, les trois occurrences suivantes. Au cours de ce discours, permet à Trump de segmenter son auditoire en fonction de l'argumentaire qu'il développe. Les frontières des groupes que les pronoms délimitent fluctuent au gré des opinions exprimées. L'intérêt d'une publication numérique sur Instagram est qu'il est possible d'en faire une analyse multimodale qui s'appuie sur la voco-mimo-posturo-gestualité. La valeur intertextuelle et anaphorique mise en avant dans l'extrait, bon, vous avez vu les images, fait que le candidat républicain reprend le ton de voix et la gestuelle propre à la célèbre émission télévisée The Apprentice, que Trump a animée pendant une dizaine d'années. La violence verbale s'accompagne de la mise en scène d'une violence physique avec le mouvement brusque vers le bas du bras de Donald Trump qui mime un châtiment corporel et qui évoque le renvoi de Joe Biden. Ce qu'indique de manière littérale la proposition You're fired, vous êtes renvoyé. Nous voyons ici comment Trump réutilise et recycle des artefacts langagiers et gestuels qui ont fait son succès dans l'émission The Apprentice. Dans cette allocution, le candidat républicain présente une vision apocalyptique des États-Unis avec un responsable désigné, le président en exercice, puisqu'à la fin de ce court extrait, il dit Our country is a mess. Le débat politique où des opinions politiques distinctes sont habituellement avancées, qui est le lieu idoine du discours délibératif, laisse ici place à une confrontation d'idées qui prend la forme d'un conflit armé avec un vainqueur et un vaincu, ce qui souligne l'antagonisme des positions politiques irréconciliables entre les prétendants à la Maison-Blanche. La violence verbale que l'on peut identifier peut se matérialiser par l'empreinte d'un vocabulaire appartenant au champ lexical de la guerre, avec l'emploi du verbe destroy. Voyons comment un sondage est présenté par le candidat républicain. La Géorgie était un des États indécis qui pouvaient sceller le sort de la future élection présidentielle américaine. Ce sondage est une photographie de l'opinion publique à un instant donné et il prédit la victoire de Trump en Géorgie. Si on analyse la publication plurisémiotique, on voit une distorsion de la représentation des deux candidats. Seul le visage de Biden apparaît, alors que Trump est représenté triomphant, le poing serré en guise de victoire. Il occupe une grande part du technographisme que représente l'iconotexte. On peut noter ici que ce discours de combat est une constante dans la communication du candidat républicain, où le verbe employé, ici destroy, va évoluer au gré des sondages. Donc on avait crush le 14 mai. Donc on va parcourir l'axe paradigmatique des verbes qui décrivent les actions militaires sur le terrain. On va avoir le verbe beat pour la Pennsylvanie. On va avoir le verbe dominate pour l'Arizona. Et donc là, je vais vous parler d'autre chose. Un discours populiste et idéologique peut avoir un pouvoir séducteur dans un souci de captation, comme c'est le cas dans l'extrait que je vous présente ici. Qui s'opposerait en effet à des baisses d'impôts, puisqu'ici, Trump promet des baisses d'impôts. Non, je n'ai pas la bonne capture d'écran, c'est pas grave. Je vais passer. Parmi les critiques acerbes formulées par Trump, nous retrouvons la théorie complotiste du Deep State, qu'il faudrait éradiquer selon ces termes. Et c'est ici, dans cet extrait, qu'il va parler du Deep State. Nous retrouvons la liste de tous les ennemis du candidat, qu'il énumère dans ce poste aux accents populistes. The Deep State, the warmongers, the globalists, the communists, Marxists and fascists.
The sick political class, these tyrants and villains. Nous pouvons souligner le fait qu'un discours populiste popularisé et idéologique s'appuie souvent sur des considérations axiologiques, notamment sur l'opposition bon-mauvais, pour répartir les individus dans des groupes humains en fonction d'affinité ou d'intimité. Nous avons vu qu'une caractéristique du discours populiste est la diffusion massive de discours complotistes ou conspirationnistes, mais aussi l'usage de deepfake. Non seulement le compte Instagram présente une publication vidéo rassemblant un florilège de courtes vidéos des diverses chutes de Biden, dans le but de démontrer son inaptitude physique à briguer un second mandat, ce qui s'avérera par la suite, mais l'équipe de communication a recours à la publication de deepfake. Nous retrouvons dans cette campagne présidentielle la circulation de publications qui utilisent la technologie de l'intelligence artificielle générative pour influencer à dessein les citoyens américains dans leur choix de vote. Je vais essayer de lancer, il n'y a pas de son, hein, mais enfin, vous allez voir l'animation. Ce compte Instagram publié sur le compte Trump contient la vidéo d'une fausse mise en scène représentant le présidentiel contemplant le franchissement de la frontière des États-Unis. I think there's a problem here with the sound. Cette publication plurisémiotique C'est et mieux. Merci. multimodale associe manipulation et complotisme. Elle est censée influencer les électeurs américains car elle est présentée comme une vérité alternative. Rien n'indique aux visiteurs qu'il s'agit d'un deepfake. L'intelligence artificielle générative alimente ainsi le discours complotiste. La représentation par l'équipe de communication du leader républicain du président démocrate dans ces deepfakes, ces vidéos bidonnées construites par l'intelligence artificielle contribuent à déconsidérer l'action politique. La communication de Trump use abondamment de la technologie du deepfake pour discréditer son opposant politique, comme dans cette publication Instagram. On voit sur cette image Joe Biden portant un masque et déroulant le tapis rouge à des migrants en train de courir. Il s'agit d'une vision allégorique qui caricature l'action présidentielle et instille des vérités alternatives dans l'esprit des citoyens américains. Le pouvoir subversif des images générées par l'intelligence artificielle est une nouvelle fois mis en évidence. Il me reste combien de temps? Ben, normalement, en fait, on a eu les 40 minutes, mais on a du temps. Donc, il te Bon. faudrait combien? Je vais dire moins de 10 minutes pour conclure, entre 5 et 10 minutes. Oui, c'est bien. Parfait, merci. En réaction donc au discours de Trump prononcé le 11 avril 2024 et demandant à son adversaire politique d'accepter un débat politique, la chaîne télévision américaine CNN a proposé l'organisation d'un débat le 27 juin 2024 entre les deux principaux candidats. Biden a répondu positivement à cette invitation en choisissant de réagir et de répondre à la publication de Trump en postant sur X la publication que je vous présente. Nous avons ici affaire à une forme de dialogue trans-RSN où chaque locuteur peut parler et répondre à son interlocuteur par le truchement de différents RSN. L'analyse du contenu textuel de la réponse de Biden révèle l'emploi de l'interpellation directe, avec le pronom you de deuxième personne du singulier, as you said, over to you, Donald. Par ailleurs, le 46e président américain a choisi de reprendre la formule utilisée par son opposant républicain, mais en la défigeant quelque peu, notamment par un ordre des termes différents. Anywhere, anytime, anyplace. Biden veille soigneusement dans cette publication publiée en juin 2024 à ne pas mentionner le patronyme de son adversaire, en évoquant seulement le programme des républicains MAGA, MAGA Republicans, Make America Great Again. Ce sont donc les partisans de Trump. Les verbes utilisés comme rip off, blow up et slash qualifient les actions que mèneraient les élus républicains, des actions jugées violentes au vu du sémantisme des termes employés. Joe Biden utilise donc des termes axiologiques négatifs qui contribuent à polariser son discours. Biden use d'une rhétorique analogue à celle de son adversaire en attaquant directement la personne de Trump. Dans cette publication Instagram, If I let Donald Trump drag America down to his level. Ce faisant, Biden produit un contre-discours de haine qu'il lui faut rendre légitime. Il se trouve que les attaques ad hominem
sont très souvent utilisés par les leaders populistes. Le candidat démocrate se résout finalement à les imiter pour tenter de contrecarrer l'outrecuidance verbale de son opposant politique. Il entre ainsi dans le piège que lui a tendu Donald Trump quand il use d'un langage de haine pour parler de son prédécesseur à la Maison-Blanche. Dans cette autre publication Instagram, il le qualifie de loser. Donald Trump is a loser. La plurisémioticité des publications sur les RSN permet à l'équipe de communication de Biden de construire des iconotextes, comme celui-ci. À nouveau, l'omission de la mention de l'opposant est une stratégie récurrente. Vous avez MAGA Republicans, vous n'avez pas Trump. Chez Biden, l'opposition binaire entre les verbes protect dans le discours de Biden et cut dans le discours dans lequel il dénigre Trump. Ici, met en évidence graphiquement par un trait rouge la rhétorique des discours idéologiques, ce que confirme la proposition These changes are cruel, que nous retrouvons ici dans la publication. Donc, on a bien affaire à un discours fortement polarisé. Je vais conclure en disant que nous avons vu que dans la campagne présidentielle américaine de 2024, les candidats à l'époque exploitent toutes les possibilités offertes par les plateformes. Et cette campagne a été marquée par une polarisation très forte des discours des deux principaux candidats à la Maison-Blanche, aux différents discours de haine diffusés par Trump, qui empruntent diverses formes plurisémiotiques, texte, images, vidéos, son. Le président en exercice Biden se devait de répondre en ayant lui aussi recours à ce qui s'apparente à des discours réactifs, des discours dans lesquels une certaine forme de violence verbale était aussi présente. Un discours de haine répond à un contre-discours qui présente lui aussi certaines caractéristiques des discours populistes. Mais on voit qu'avec la popularité exceptionnelle des RSN, l'arène politique, qui est souvent louée pour son caractère délibératif, où chacun exprime ses idées dans le respect des sensibilités des autres, subit les assauts de certaines personnes diffusant des discours complotistes et conspirationnistes. Ainsi, en réaction à des discours de haine, des responsables politiques, qui habituellement ont un discours plutôt neutre, vont produire à leur tour sur la RSN des contre-discours polarisés et polémiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation sur une problématique très contemporaine. Alors, on a donc le temps pour des questions. Et je veux bien commencer avec une première question commentaire. Les concepts que tu présentes à propos du discours qui nous intéresse, euh, je me demande comment voilà, tu rends compte de ta propre perspective sur ces problèmes. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu présentes le discours idéologique, populiste, de haine, etc., comme si c'était quelque chose d'objectif, un objet sans rapport avec ton propre point de vue. Alors que bien sûr, en fait, qualifier quelque chose de postérité, de haine, de idéologie, c'est quelque chose qui relève de ton propre point de vue. Donc, est-ce que ce serait pas quelque chose à rendre compte de manière plus systématique ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dedans? Euh, En fait, finalement, bien sûr, en fait, ces objets que tu analyses, euh, bon, est-ce que Trump est un idéologue, un démagogue, un propagandiste? Ça dépend bien sûr voilà, de la position politique, normative, discursive de chacun qui participe dans ce discours. Donc, c'est peut-être pas voilà, juste euh, un trait, une sorte de chose qu'on peut observer, mais ça relève de la relation qu'on a en tant qu'observateur avec les discours qu'on observe. Oui, je te remercie pour ta question. En fait, je pense que j'ai essayé de reprendre les recherches qui avaient été menées sur les discours idéologiques, sur les discours
considérés comme populistes, sur les discours de haine, et voir comment on arrive à retrouver des invariants qui permettent d'arriver à identifier des indices qui permettent de considérer qu'on a affaire plutôt à un discours de haine ou à un discours idéologique ou un discours populiste. Et on va retrouver, si on réutilise ces différentes études et différentes publications qui ont été faites sur le sujet, on va retrouver ces indices dans d'autres pays, que ce soit en Italie, par exemple, que ce soit en France, bien entendu. J'ai fait une étude qui n'a pas encore été publiée et je n'ai pas encore fait de présentation là-dessus, mais notamment sur les discours de Reconquête et notamment la façon dont les membres de Reconquête utilisent le réseau social X. Et on va retrouver des marqueurs linguistiques qui montrent qu'il y a des similitudes très fortes entre, même si ce n'est pas la même langue, mais des marqueurs linguistiques, que ce soit l'utilisation de superlatifs ou l'utilisation de la binarité entre les discours de Reconquête et les discours de Trump, dans sa campagne présidentielle, mais aussi dans la communication institutionnelle qu'il utilise maintenant en tant que 47e président des États-Unis. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, tout à fait. Et précisément, en fait, je serais un peu plus sceptique par rapport à cette possibilité d'identifier des indices dans le discours, puisque voilà, ça renvoie toujours à celui qui parle, donc à toi-même. Et du coup, ça relève de la relation que, qui se crée entre l'observateur scientifique, analyste du discours, et le discours en question. Bah, finalement, en fait, les exemples que tu montres, à mon avis, il y a certaines choses qui sont assez typiques pour, euh, pour cette façon assez brute de communiquer qui est propre à Trump. Il y en a beaucoup d'autres qui sont totalement normales. Et en fait, là, par exemple, l'exemple de North Dakota, c'est c'est quelque chose que j'aurais pas forcément du mal à voir avec Obama, avec Biden, avec les termes renversés. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que, voilà, je me demande comment on, on- on- on peut objectiver ou de faire comme si c'était un discours objectif, alors que ça renvoie toujours à nous et peut-être c'est ça le problème, parce que maintenant, on est vraiment impliqué dans ces discours. On est agressé, on est mis en question, les scientifiques sont démonisés parfois ou rejetés. Donc, il y a quelque chose sur cette relation, peut-être. Il me semble qu'il y a la question aussi de la singularité, si je peux juste te répondre brièvement. La question de la singularité, quand il dit par exemple qu'il est le plus grand président de toute l'histoire américaine, le fait qu'il utilise ce superlatif, et il montre il y a vraiment l'unicité, la singularité que lui peut représenter, c'est vraiment l'incarnation de ce qu'est un discours populiste. Voilà. Là, il n'y a plus la subjectivité de l'analyse de discours. À partir du moment où Ouais, voilà, par exemple, quand il dit, voilà, les États-Unis vivent la période de prospérité économique la meilleure de toute leur histoire, on comprend que c'est toujours une marque de populisme et d'idéologie qui est mise en avant. oui, oui. Il n'y a pas cette perspective historique et ce regard, cette prise de distance et cette nuance. L'absence de nuance et le fait qu'ils se mettent sans arrêt en avant montre que voilà, c'est vraiment un discours qui est très chargé en termes J'aurais d'idéologie. jamais dit que ce soit juste dans the eye of the beholder. Je pense que c'est toujours, voilà, il y a peut-être une part la relation qu'on a avec les discours qu'on analyse, et bien sûr, en fait, il y a des discours avec leurs traits. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. On passe à Christine? Oui, merci beaucoup. Puis il y avait peut-être une question dans le chat d'Emmanuel, peut-être avant, peut-être je vais laisser la parole. Ah oui, d'accord, je n'ai pas vu. Une Très question sur certaines formules qui me semblent relativement performatives. Dans tes exemples, j'ai observé à plusieurs reprises des expressions du type you are going to.
ou With Your Vote, With Your Help, qui s'adresse au public votant. Retrouve-t-on régulièrement ces formules dans d'autres posts? Mhm. Donc la réponse est oui pour avoir beaucoup travaillé sur les publications de Trump, aussi bien sur Instagram que sur X. Oui, il interpelle son auditoire et il veut véritablement qu'il y ait une action. Là, you are going to vote, c'est une incitation très forte et c'est la fonction qui a été étudiée par Jean-Jacques Le Cercle, la fonction d'interpellation d'adresse à l'interlocuteur pour qu'il y ait une action en retour. Donc, il veut vraiment mobiliser son électorat et leur dire allez voter. Il faut vraiment montrer que vous voulez un changement et pour vous mobiliser, la meilleure façon, c'est d'utiliser la deuxième personne du pluriel. Mhm. Merci beaucoup pour la question, Emmanuel. Alors, merci beaucoup, hein, Grégoire, pour cette présentation vraiment passionnante sur des questions qui nous préoccupent, hein, il faut quand même le dire en tant que chercheur et citoyen, citoyenne. Donc, je me demandais s'il n'y aurait pas aussi un intérêt à procéder à à des démarches un peu comparatistes, c'est-à-dire de regarder dans le temps entre la première campagne euh, américaine et celle de 2024, parce que voilà, j'étais de jury de thèse sur Donald Trump et son discours de menace, parce que qui s'est amplifié entre la première campagne et la seconde, et on voit que c'est son trait de caractère, son ethos, et, dans, et donc, alors je ne sais pas si ça serait intéressant aussi d'intégrer Truth Social, son réseau, hein, parce que il est sur X, je ne mesure pas à quel point il est autant sur X que sur son réseau, s'il double les posts ou pas, enfin voilà, c'était une question que je me suis posée, et donc voilà, ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon il voit le succès de cet ethos construit en lien avec, j'ai envie de dire, sa socialisation d'homme d'affaires, et vous l'avez rappelé, d'homme de télé de réalité, hein, ce qui fait que, voilà, c'est une façon pour lui assez banale de communiquer, avec ses formes d'adresse directe, une forme de populisme, on pourrait dire. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une amplification sur la moyenne durée de ces marqueurs linguistiques, discursifs? Voilà, c'est ça ma question. Merci beaucoup, Christine, pour votre question. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et si on suit la façon dont Trump considère les faits, hein, qui ne sont pas ce sont ses propres vérités alternatives, il considère, en tout cas dans les faits, il a participé à 3 campagnes présidentielles. Donc, ça serait intéressant effectivement de comparer la façon dont il a utilisé les réseaux sociaux et pour avoir déjà commencé à travailler sur ses publications en 2015, quand il avait commencé à annoncer qu'il allait peut-être être candidat aux primaires républicaines pour pour la première fois pour les élections de 2016. Effectivement, il me semble que, enfin, même pas il me semble, je suis absolument certain qu'il y a une amplification du phénomène. Il découvrait le monde politique et il considère toujours qu'il a gagné 3 fois les élections présidentielles américaines. Ça, c'est un point particulièrement à souligner. Et cela renforce le fait que quand il utilise les réseaux sociaux, que ce soit X ou Instagram ou Truth Social, pour l'anecdote, j'ai créé un compte sur Truth Social et j'ai été banni dans la journée. Donc, je n'ai pas pu continuer à étudier malheureusement ces publications. Alors, je pense que c'est parce que j'avais une adresse qui était en .fr. Peut-être que je n'étais pas un citoyen américain ou un électeur potentiel. C'est pour cela que je n'ai pas été, que j'ai été banni. Je pense que c'est la raison principale. Mais il me semble, et vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a une amplification de la colère et notamment de une recherche de la vengeance contre ce qu'il qualifie de deep state, et il veut faire payer à ses opposants le fait qu'il n'a pas gagné une deuxième fois en 2000, lors des précédentes élections. Quand en 2020, c'est Joe Biden qui a été élu. Il considère qu'il était le vainqueur légitime et donc, à travers ces postes, on va retrouver ce désir de vengeance qui est décuplé par le fait qu'il a, pour la première fois, remporté le vote
en 2024, il a remporté le vote au niveau national. Il a obtenu plus de voix que Kamala Harris. Donc, il estime qu'il a une légitimité totale pour mettre en œuvre sa politique. Et lorsqu'il publie ses décrets, il gouverne principalement par décret. On voit que lorsqu'il annonce ses des nouvelles mesures qu'il met en place, il utilise des termes qui sont de plus en plus marqués par l'acrimonie, par la haine dans le discours, ce qu'on ne trouvait pas il y a 7 ou 8 ans auparavant. Merci beaucoup, merci. Luciana? Merci beaucoup, Grégoire, pour cette analyse et présentation. J'avais une question très similaire à la tienne, Christine, une analyse comparative dans le temps. Alors, toi, c'est vraiment diachronique. Moi, je me pose la question si entre le début de votre récolte, donc 1er mars et la fin, 31 mars, il y a une évolution. Et si tout au long de cette période, il y a des patterns qui reviennent, est-ce qu'il y a des modèles qui distinguent les deux? Et puis la question est, je pense, surtout méthodologique. Nous récoltons d'habitude des corpus immenses et n'en retenons pour l'analyse que très peu, en fin de compte. C'est comme ça, c'est la vie du chercheur. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à des manières de optimiser ce travail? Par exemple, mais je ne sais pas et je pense que ce n'est pas adaptable à votre corpus. Est-ce qu'on peut considérer des seuils de visibilité, donc ne prendre que ces posts qui auront eu plus de 10 retweets ou RX, je ne sais plus comment on les appelle aujourd'hui, ouais, donc qui auront été les plus visibles ou qui auront eu le plus de commentaires, bref. Euh, Parce que, en fin de compte, pour l'analyse, on ne choisit que ce qui est le plus éloquent par rapport à nos hypothèses, mais pas tout le reste. Donc, est-ce qu'il y a un tout le reste qui aurait dit d'autres choses et quels sont ces éléments-là qui restent inexploités, mais qui seront sans doute exploités, analysés dans le futur? Merci beaucoup, Luciana, pour vos questions. Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Pour ce qui est de la période pendant laquelle j'ai donc étudié toutes les publications, c'est quand même une période qui est relativement réduite entre le début du mois de mars et la fin du mois de mai. Euh, donc, ce n'est pas vraiment une étude en diachronie, hein. Ça serait, je considère que c'est presque que de la synchronie et je n'ai pas du tout perçu une évolution dans le lexique utilisé par les deux candidats. Euh, il n'y a pas plus d'agressivité chez Trump à la fin du mois de mai qu'au début du mois de mars. Le ton est à peu près le même dans l'ensemble des publications. Comment je les ai sélectionnés? Eh bien, j'ai choisi celles où il y avait des allocutions vidéo officielles, dans ce que je vous ai présenté, et pour l'utilisation notamment des pronoms personnels. Pour que ça soit suffisamment significatif, il fallait qu'il y ait une certaine longueur, donc qui est entre 1 minute 30 et 3 minutes de vidéo, notamment dans les posts sur Instagram. Voilà, des critères, que ça soit institutionnel, donc c'est-à-dire que ça ne soit pas une visite sur le terrain, que ça soit en studio ou à la Maison Blanche avec le drapeau américain en arrière-plan. Euh, voilà, c'est pour que je puisse arriver à faire des comparaisons, je voulais que ça soit à chaque fois dans le même cadre institutionnel. Très bien. Oui, ça c'est intéressant aussi. Parce que peut-être c'est un cadrage qui aura initié un type de discours. Mais bref, c'est très bien et voilà, c'est très clair comme ça. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Alors, Maxime. Oui, bonjour. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez bien? Oui, 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 je vous Oui. entends. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, moi, j'ai une question un peu plus par curiosité, mais vous avez parlé des topoïs et de ce que et des travaux inspirés par Anscombre. Je me suis posé la question si vous aviez utilisé dans vos analyses ce concept et quel topoï vous avez trouvé. Est-ce que vous avez trouvé des topoïs communs entre Merci. Trump Oui. et Biden? Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, bon, j'ai commencé à étudier les différents topoïs qui étaient présents dans les discours de Biden et de Trump. Je n'ai pas complètement abouti sur l'étude de ces concepts.
donc je me laisse un peu plus de temps pour peut-être compléter lors d'une étude ultérieure, mais effectivement, votre question, c'est par rapport entre les deux candidats à l'époque ou s'il y a des points communs? Je ne suis pas certain d'avoir compris la totalité de la question. Bah, du coup, la deuxième question que je me posais, c'est est-ce qu'il y avait des topoïs communs que eux mettaient en production, enfin, eux utilisaient, euh, qui sont certainement très abstraits, mais qui leur donneraient une sorte de point commun quand même. Mais il y a les questions sociétales qui sont communes aux deux candidats. La façon justement de mobiliser chacun leur électorat, euh, évidemment, n'a pas été mise en œuvre de la même façon. Et puis, peut-être ce qu'on peut se dire rétrospectivement, c'est qu'on peut penser que Biden euh, avait peut-être en tête l'idée qu'il allait devoir se retirer et donc peut-être qu'il n'était pas aussi impliqué dans le processus de réélection. Voilà, parce que je pense que ça a dû jouer quand même. Le fait qu'il ait beaucoup moins utilisé les réseaux sociaux quand même que Trump, alors qu'il était le président en exercice, il aurait pu, de la même manière que Trump, publier de façon très très massive, étant donné qu'il bénéficiait de la communication, des services de communication institutionnels de la Maison Blanche. Euh, donc, tout comme Trump, il avait véritablement la possibilité de poster énormément de publications pour convaincre les électeurs américains de voter à nouveau pour lui. Et, et dans les faits, on voit que, là, je ne présente pas les statistiques, mais il y a eu quand même beaucoup moins de postes de publication de Biden que les postes de Trump qui publie de façon très compulsive et ça continue, même en étant président, il publie énormément sur tous les réseaux sociaux, notamment TikTok. Merci beaucoup. Fiona. Alors, ça marche ou pas? Attends, j'ai une vidéo. Oui, bonjour Fiona, on Allez, vous entend. Parfaitement. j'essaie de me... Ah, je peux pas me... Ah, si, ça y est. Bonjour Grégoire et Bonjour merci Fiona. beaucoup pour votre présentation. Bonjour à tous. Donc, j'avais une question d'ordre théorique. En tant qu'angliciste, mais un angliciste qui travaille en France, je suis curieuse et je suis un peu dans la même situation que vous. Euh, j'ai remarqué pendant votre présentation, vous faites surtout appel à des cadres théoriques qui ont été développés en France. Et en même temps, vous participez à beaucoup de réseaux à l'international, donc à Oxford. Je me demande comment est-ce que, qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que cela apporte, cette, euh, cette approche française, quand vous présentez cela, par exemple, aux collègues, d'Oxford, et qu'est-ce qui a déterminé, en fait, vos choix, euh, conceptuels? Donc ça, c'est une première question. Et j'ai une deuxième question, si je peux, qui est liée, euh, puisque comme vous citez surtout des cadres théoriques français, euh, est-ce que, euh, puisque ce sont des exemples en anglais, est-ce qu'il y aurait une spécificité euh, du discours polémique anglais? Bon, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des, des, des parallèles avec ce qui se passe en Italie, en France aussi. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que la langue anglaise permettrait ou développerait plus au niveau de la dimension polémique? Donc, je ne sais pas, c'est deux gros chantiers, je pense, mais c'est des questions qui me préoccupent aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fiona, pour vos deux questions. Alors, pour la première question, et je vais donc tenter d'y répondre, pourquoi avoir choisi le cadre théorique de la linguistique énonciative ou de l'analyse du discours française? Je pense que, il y a effectivement une spécificité et comment dirais-je, une longue tradition de l'analyse du discours en France. Et comme vous le savez, je fais des recherches aussi bien en linguistique française qu'en linguistique anglaise sur différents types de corpus. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce regard un petit peu différent plutôt que de ne citer que des linguistes anglo-saxons et des analystes du discours anglo-saxons. Je préfère
réutiliser des concepts qui peuvent être transversaux. Les recherches qui ont été menées par Patrick Charodeau, par Dominique Minguenot, par Alain Rabatel, par Laurence Rosier, ces concepts sont, me semble-t-il, tout à fait transférables d'une langue à l'autre. Ce sont des invariants du langage qu'on va retrouver. Quand on va décrire des concepts qui peuvent être aussi des concepts philosophiques, peu importe la langue dans laquelle on s'exprime. Après, quand on entre dans le vif du sujet et qu'on va analyser une publication, bien évidemment qu'il va falloir, au niveau micro, analyser et comprendre la langue en elle-même, les spécificités de la linguistique anglaise, et à partir de là, je vais pouvoir, notamment, pour répondre de façon un peu plus précise, l'utilisation du pronom you. Ce pronom you, il est particulièrement intéressant pour un Français, puisque évidemment, en français, on a la possibilité on utilise le tu ou le vous, alors qu'en anglais, il y a simplement ce you. Et ce you, il est assez ambigu. On ne sait pas si l'adresse est unique, si c'est un allocuteur qui est bien déterminé, ou si c'est un you qui est pluriel, et si on s'adresse à une communauté, à un ensemble de concitoyens. Voilà. Donc, c'est vrai que de façon générale, on va pouvoir retrouver, comme je l'ai dit, dans un discours qui serait qualifié de populiste ou de discours de haine, on va retrouver des invariants, quelles que soient les langues, que ce soit en italien, en français, en anglais, dans d'autres langues. On va retrouver des invariants pour les superlatifs, l'utilisation très forte de superlatifs. C'est la marque d'un discours qui est mis en saillance, qui sort de l'ordinaire. Si on sort de l'ordinaire, c'est que on veut montrer, par exemple, qu'on est le meilleur ou le premier, ou que son interlocuteur est la pire des personnes. Si, par cette stratégie, on va nécessairement aller plutôt vers le biais d'un discours qui est polémique et qui est la marque d'un discours populiste, quelle que soit la langue. Après, si on veut vraiment travailler en profondeur et faire une étude quantitative, notamment sur un corpus de publications numériques, là, bien évidemment, on va faire une analyse linguistique et on va prendre en compte tous les marqueurs propres à une langue donnée. Et là, bien évidemment, on n'aura pas trop le choix. On va pouvoir expliquer pourquoi il y a des jeux de mots qui sont compréhensibles uniquement dans la langue de travail. Et nécessairement, après, on va se tourner vers, par exemple, des ouvrages, des monographies qui ont été écrits par des chercheurs britanniques ou américains, notamment eux, ont pour objet d'étude de travailler sur le discours de Trump. Donc, si on recherche, on a parlé d'Oxford tout à l'heure, on va dans le catalogue de la bibliothèque Bodleian à Oxford et on regarde tous les livres, toutes les monographies qui portent sur les discours de Trump. On a des pages et des pages de résultats. Après, il faut faire le tri, savoir quelle est la perspective, quelle est l'approche, quelle est la méthodologie qui est mise en œuvre. Et on peut avoir une approche plus cognitiviste, on va avoir une approche plus axée sur la langue appliquée, suivant le choix qui est mis en œuvre par l'auteur ou l'autrice. En tout cas, il me semble que c'est toujours intéressant de se décentrer un petit peu et puisque je suis chercheur comme vous en France, c'est intéressant de profiter des acquis méthodologiques des collègues analyse du discours en France. Il y a cette tradition qui est présente et ce serait dommage, je pense, de s'en priver pour apporter comment dirais-je, une plus-value aux chercheurs qui font des recherches en Angleterre, aux États-Unis et quand je fais une présentation sur des responsables politiques britanniques ou américains, ils apprécient de voir qu'il y a une petite touche française qui est présente dans l'analyse. Il y a d'autres. À vos questions, Fiona. En fait, j'aurais peut-être une autre réflexion après voilà, cette présentation et la discussion. Je pense que c'est très très utile ce que tu as fait. Tu présentes voilà, les définitions, les tendances, les références. Et en fait, ça m'intéresserait si tu veux bien de regarder tes slides en plus de détails, si tu veux les envoyer à moi. Bien sûr. Et
je pense que je serais aussi plus conscient maintenant des limites d'une approche qui est focalisée sur disons, les mots. Ce qui est tout à fait l'approche de l'analyse du discours, de regarder les expressions, les mécanismes, les règles euh, liées et parfois euh, encodées dans les expressions. Mais finalement, je pense que ce qu'on voit souvent dans ces discours, c'est tellement général au niveau des ressources discursives sémiotiques que la frontière n'est pas forcément très facile à déterminer entre un discours idéologique populiste et un discours, disons, démocratique et normal, je ne sais pas. Et en fait, une chose qui me semble assez déterminant pour cette démarcation, c'est que normalement, quand Trump ouvre sa bouche, il utilise des mots et ils sont faux. Et il dit des choses qui sont fausses. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est au-delà du domaine des mots et de la linguistique. Et c'est précisément ça qui est important aussi pour comprendre comment ça marche, le phénomène Trump. Puisque, bien sûr, avec les mensonges, il peut donc imposer un régime de loyauté. Il peut, voilà, donc mobiliser, démobiliser des troupes. Il peut donc avoir beaucoup de visibilité avec les réactions positives ou négatives. Donc ça compte si c'est un discours faux ou vrai. Et ça, c'est décidément au-delà d'une approche linguistique. Et l'autre chose, bien sûr, et ça c'est peut-être plus classique, plus reconnu en analyse du discours, bien sûr, en fait, c'est important que ce soit Trump. Donc, la personne qui parle, qui utilise des mots, est totalement cruciale. Et une autre personne qui utiliserait les mêmes mots n'aurait aucun effet. Et c'est aussi important de voir que maintenant, quand Trump utilise des mots, c'est un effet très différent entre 2016 et 2020 et avant de sa présidence. Donc, il y a tout un système de relations de pouvoir, de ressources non sémiotiques qui s'est mis en place, qui fait que, voilà, les mots de Trump ont des conséquences graves. Il peut envoyer maintenant des troupes dans des villes démocrates. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui avant n'était pas possible. Et ça dépend pas forcément des mots non plus. Donc, on a certainement le niveau des mots qui est absolument crucial pour organiser ces aspects, ces dimensions différentes. Mais finalement, il y a bien quelque chose au-delà des mots, hein. Donc, c'est une réflexion que j'aurais et puisque je travaille sur les mêmes choses, ça me parle beaucoup et je pense que c'est très important de montrer les mots et tout le monde comprend maintenant que les mots sont absolument cruciaux pour comprendre comment ça marche, ces folies politiques. Et bien sûr, en fait, c'est tout un ensemble de composants assez différents qui sont pas du tout seulement sémiotiques. Bon, c'est une banalité peut-être, mais c'est quelque chose qui me vient après ta présentation si riche et encore très informatif au plan des tendances conceptuelles en France. Et ça m'a donné voilà, bien des références intéressantes. Merci beaucoup, Johannes. Est-ce qu'on a d'autres qui veulent réagir? Si ce n'est pas le cas, il me reste de te remercier, cher Grégoire, pour cette présentation, ce travail tout à fait voilà, en phase avec ce qui se passe. C'est difficile
de vivre cette actualité et je me dis parfois que c'est encore plus difficile en même temps travailler sur elle. Et on va essayer de voilà, être positif et optimiste sur ces dynamiques qui nous touchent, hein. Donc, merci beaucoup. Et donc, on va donc essayer de voir pour un autre programme. N'hésitez pas de vous inscrire si ce n'est pas encore le cas. Et vous aurez automatiquement le programme pour l'année prochaine. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.